Le bras de fer commence. Bruno Retailleau défie le Premier ministre du nouveau gouvernement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers amis, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient croyants, curieux ou simplement passionnés de compréhension du monde. Que la paix d'Allah soit sur chacun de vous. Avant de plonger dans le cœur de notre analyse, permettez-moi une invitation simple mais essentielle. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo si son contenu vous apporte réflexion ou inspiration, et surtout partagez-la autour de vous. Chaque geste, chaque interaction, contribue à faire grandir un espace d'éveil, de dialogue et de conscience. Votre présence ici n'est pas anodine. Ensemble, nous cherchons à comprendre les dynamiques qui façonnent notre époque politique, spirituelle ou morale à la lumière de la vérité, de la lucidité et de la foi. C'est pourquoi vos commentaires constructifs sont précieux. Ils nourrissent le débat, éclairent les zones d'ombre et rappellent que la recherche de sens ne se fait jamais seule. Alors prenez un instant pour écrire, réagir, partager vos réflexions avec respect et profondeur. Car ici, chaque mot compte, chaque regard est clair, et chaque voix sincère contribue à faire de cette communauté un lieu où l'intelligence rencontre la foi, et où la parole devient une lumière. Le silence de Matignon cache mal la tempête qui s'annonce. Dans les couloirs du pouvoir, les sourires sont polis mais les regards trahissent déjà les inquiétudes. À peine nommé, le nouveau gouvernement tente de s'imposer dans un climat d'attente et de méfiance. La France observe, hésitante, espérant un renouveau, redoutant une répétition. Les visages changent, les discours promettent, mais l'ombre de l'instabilité plane encore sur la République. Au cœur de cette atmosphère tendue, une voix s'est levée, ferme, tranchante, presque solitaire, celle de Bruno Retailleau. Sénateur aguerri, stratège méticuleux, il n'est pas de ceux qui laissent passer leur moment. Tandis que le Premier ministre s'installe à peine dans son rôle, Retailleau prend la parole, dénonce, exige, rappelle que la droite traditionnelle n'a pas dit son dernier mot. Sa posture ne relève pas de la simple opposition, mais d'un avertissement. Rien ne sera concédé sans combat. Entre la légitimité du nouveau pouvoir et l'expérience du vieil appareil politique, un affrontement s'annonce. Et derrière ce choc d'ego et d'ambition, une question s'impose, brûlante. Ce bras de fer est-il le signe d'une opposition qui renaît, ou le symptôme d'un gouvernement déjà fragilisé avant même d'avoir commencé à gouverner? Le contexte du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement est né dans un climat d'incertitude, presque de lassitude nationale. Après des mois de tension, de crise sociale et de promesses inachevées, l'exécutif devait renaître sous une forme plus stable, plus claire, plus proche des réalités quotidiennes des Français. L'annonce du remaniement avait été présentée comme une respiration politique, un tournant vers l'efficacité et le dialogue. Pourtant, dès les premières heures, une question a plané. Ce gouvernement est-il le signe d'un nouveau départ ou le simple prolongement d'une stratégie d'usure? Le Premier ministre, visage encore neuf pour certains, mais déjà marqué par les compromis du pouvoir, incarne cette ambiguïté. Sa nomination, perçue comme un choix de raison plus que de conviction, devait apaiser les tensions internes tout en rassurant les partenaires extérieurs. Il a promis de gouverner dans l'écoute et la fermeté, de réconcilier autorité et proximité. Mais dans les faits, il hérite d'un pays fracturé, où chaque mot est scruté, chaque geste interprété comme un signe d'alignement ou de faiblesse. La France, à ce moment-là, vit dans un paradoxe, une société fatiguée mais exigeante, en quête de repères clairs et de paroles vraies. Les citoyens ne croient plus aux slogans, ils veulent des actes, une direction. Pourtant, les divisions sont profondes. D'un côté, une majorité silencieuse espère un sursaut d'ordre et de cohérence, de l'autre, une opposition diffuse guette la moindre erreur pour rallumer la contestation. Les institutions, elles aussi, semblent fragilisées par une succession de polémiques et de désillusions. Les médias se montrent prudents, parfois sceptiques, oscillant entre l'attente du renouveau et la certitude que rien ne changera vraiment. Dans ce décor, le nouveau Premier ministre avance prudemment. Sa parole, mesurée, cherche à rassurer, mais manque parfois de souffle. Il parle d'unité, de méthode, de relance, mais son ton semble déjà marqué par la tension d'un pouvoir surveillé de toutes parts. Car derrière l'apparente stabilité gouvernementale, les équilibres internes sont précaires. Des ambitions personnelles, des rivalités de courants, des calculs d'alliances se croisent dans l'ombre des réunions ministérielles. Le président, lui, observe à distance, espérant que ce nouveau visage à Matignon absorbera les critiques et calmera les vagues. Mais il sait, au fond,
que le temps lui est compté. C'est dans ce contexte que les premières fissures apparaissent. Alors que les ministres découvrent leur portefeuille et que la presse commente la composition du gouvernement, une voix se détache du cœur. Elle n'appartient ni à l'opposition traditionnelle ni aux extrêmes, mais à une figure du Sénat, respectée pour sa constance et redoutée pour sa lucidité. Une voix qui ne cherche pas à séduire, mais à rappeler. Bruno Retailleau, fidèle à son ton ferme et à son sens du devoir, s'apprête à troubler la symphonie bien ordonnée du pouvoir. Le rôle et la stature de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau n'est pas un homme de hasard, ni un produit du vacarme médiatique. Sa carrière s'est construite patiemment, loin des éclats, mais avec une constance qui force le respect. Issu de la droite classique, il a traversé les époques sans renier ses convictions fondamentales. Le travail, l'autorité, la transmission et la fidélité à une certaine idée de la France. Sa trajectoire s'inscrit dans la lignée des figures conservatrices qui privilégient la profondeur à la posture, la rigueur intellectuelle à l'opportunisme. Ancien proche de Philippe de Villiers, puis soutien de François Fillon, Retailleau a toujours refusé les virages opportunistes et les slogans faciles. Ses ruptures ont été politiques, jamais morales. Il a choisi la cohérence au détriment de la popularité, préférant la discrétion à l'ambiguïté, le fond à la forme. Au Sénat, il a su transformer son groupe en un véritable bastion de discipline et de rigueur. Son influence dépasse largement les frontières de son camp. Même ses adversaires reconnaissent en lui un interlocuteur de poids, précis, exigeant, et d'une rare constance dans la parole publique. Là où beaucoup adaptent leur discours à la conjoncture, Retailleau parle toujours depuis la même ligne, celle du devoir et de l'ordre. Ses interventions sont souvent mesurées, presque professorales, mais elles frappent par leur netteté et leur gravité. Il n'élève la voix que lorsque le silence deviendrait une faute. C'est cette maîtrise du ton, cette tenue dans le verbe, qui fait de lui un stratège redoutable. Il sait attendre son moment, placer ses mots comme des avertissements, jamais comme des menaces. Dans une époque saturée de communication instantanée, Retailleau incarne une rareté, celle de la parole qui pèse encore. Il ne court pas les plateaux télé, il les choisit. Il ne parle pas pour occuper l'espace médiatique, mais pour le structurer. Chaque phrase, chaque critique est calibrée pour produire un effet précis. Derrière son calme apparent se cache un sens aigu du rapport de force. Il sait que le pouvoir ne se conquiert pas toujours à la tribune, mais souvent dans les interstices du doute et du temps. Là où d'autres cherchent la lumière, lui bâtit son influence dans l'ombre feutrée du Sénat, là où la politique reprend sa gravité institutionnelle. Et c'est peut-être là que réside le mystère Retailleau. Dans une France politique fragmentée, il représente une continuité morale, une colonne vertébrale que beaucoup croyaient perdue. Il ne séduit pas, il convainc, il ne promet pas, il rappelle. À travers lui, c'est une droite plus ancienne, plus enracinée, qui tente de renaître. Non pas une opposition de colère, mais une résistance de principe. Et si, derrière son ton posé et son visage impassible, Bruno Retailleau incarnait la résistance silencieuse à l'intérieur même du système, l'acte déclencheur, la pression sur le Premier ministre. Le moment décisif survient quelques jours à peine après la formation du nouveau gouvernement. Alors que le Premier ministre tente d'installer une image d'unité et de confiance, Bruno Retailleau choisit son instant avec une précision chirurgicale. Dans une déclaration sèche, mesurée mais lourde de sens, il déclare « Ce gouvernement commence dans la confusion, et c'est au Parlement que nous rappellerons ce qu'est la clarté du pouvoir. » Rien de tonitruant, pas d'invective, pas de colère apparente, mais dans le vocabulaire de Retailleau, la nuance est une arme. Derrière ces mots, une mise au point. Il ne reconnaît pas l'autorité du Premier ministre comme un simple fait acquis, il la met à l'épreuve. Ce choix du moment n'a rien d'anodin. L'exécutif est encore fragile, les alliances sont incertaines, et la confiance publique vacille. En lançant son avertissement si tôt, Retailleau fixe le cadre du rapport de force, il sera celui qui, dès le premier jour, aura refusé de se taire. Le ton de sa déclaration en dit long. Pas de grands gestes, pas de slogan, juste une voix calme, un regard ferme et un message codé. Je suis là, je veille, et je ne laisserai rien passer. C'est la marque d'un homme politique qui sait que l'essentiel ne réside pas dans le vacarme, mais dans la posture. Son intervention agit comme une lame silencieuse qui fend la surface paisible du discours officiel. Le Premier ministre, encore dans sa phase d'installation, se retrouve soudain sous le feu d'une légitimité concurrente, celle de l'expérience et de la mémoire institutionnelle.
Car Retailleau ne parle pas seulement en sénateur ou en chef de groupe, il parle en gardien d'une idée de la droite, en témoin d'une époque où les mots autorité et responsabilité ne se négociaient pas. Les réactions politiques ne se font pas attendre. Au sein de la majorité, on tente de minimiser une sortie habituelle de la droite sénatoriale. Mais les observateurs aguerris sentent la secousse. Les médias, eux, s'emparent immédiatement de la scène. Les éditorialistes parlent de première fracture, de bras de fer institutionnel, certains allant jusqu'à évoquer un test de résistance pour le gouvernement. L'opposition, dans son ensemble, observe avec intérêt ce duel discret entre l'expérience du Sénat et la jeunesse du pouvoir exécutif. Ce n'est pas un affrontement public, mais une guerre psychologique. Retailleau ne cherche pas la confrontation immédiate, il installe une tension durable. La symbolique est claire. En s'exprimant ainsi, il redéfinit les lignes du jeu politique. Là où d'autres auraient attendu une occasion plus opportune, lui choisit de parler au moment où le pouvoir est le plus vulnérable, au début. Sa parole agit comme un rappel à l'ordre, une main posée sur l'épaule du Premier ministre pour lui dire que rien ne sera facile. Certains y voient une simple remarque institutionnelle, d'autres une déclaration de guerre. Mais dans les deux cas, le message est passé. Le Sénat ne sera pas un spectateur docile, et Retailleau ne sera pas un figurant. Derrière cette sortie publique, il y a une stratégie plus vaste, soigneusement pensée. Retailleau sait qu'en politique, l'opinion se forme dans les interstices de l'attention médiatique. Ce n'est pas la violence du mot qui compte, mais le moment où il est prononcé. En frappant tôt, sans excès, il s'assure d'une place dans le récit du nouveau pouvoir, non pas comme opposant bruyant, mais comme contrepoids légitime. Et tandis que les caméras se détournent vers d'autres sujets, une tension invisible s'installe, durable, presque silencieuse. Car derrière les mots, une stratégie beaucoup plus vaste se dessine. Les motivations cachées de Retailleau. Derrière la façade calme et les phrases ciselées de Bruno Retailleau se cache une mécanique stratégique d'une remarquable précision. Son geste n'est pas improvisé. Il s'inscrit dans une trajectoire à moyen terme où chaque mot, chaque intervention, vise un objectif, redonner à la droite traditionnelle une colonne vertébrale idéologique. Depuis plusieurs années, Retailleau observe avec une inquiétude lucide la dilution des repères de son camp. Il a vu la droite se fragmenter entre ambitions personnelles, calculs tactiques et concessions opportunistes. Sa pression sur le Premier ministre n'est donc pas qu'un acte d'opposition, mais une tentative de recentrer le débat politique autour de valeurs qu'il estime oubliées. L'ordre, la souveraineté, la responsabilité morale et la vérité du langage politique. En ce sens, il agit moins en rival qu'en correcteur, cherchant à rappeler que gouverner ne consiste pas à plaire, mais à tenir. Pour autant, cette posture n'exclut pas une lecture électorale. Retailleau sait que le paysage politique français est en recomposition permanente. À chaque crise gouvernementale, à chaque déception populaire, une fenêtre s'ouvre pour celui qui sait apparaître comme une alternative crédible. Son positionnement s'adresse donc à plusieurs publics. La droite parlementaire, qu'il veut rallier sous une bannière cohérente, les électeurs conservateurs, qui se sentent trahis par les compromis du centre, et même une partie des abstentionnistes, lassés des querelles superficielles mais sensibles à un discours d'ordre et de clarté. Ce n'est pas une conquête immédiate qu'il vise, mais la préparation d'un terrain. En fixant les lignes idéologiques dès aujourd'hui, il prépare la droite de demain, une droite plus structurée, plus assumée, moins dépendante du pouvoir exécutif. En coulisses, son influence se déploie avec une efficacité discrète. Plusieurs figures du Sénat, lassées de la mollesse politique ambiante, lui sont fidèles. D'autres élus locaux, soucieux de restaurer une image d'autorité et de cohérence, reprennent ses thèmes et ses formulations. Les contacts se multiplient entre les courants conservateurs, catholiques sociaux et libéraux modérés. Rien d'officiel, mais un mouvement de fond s'esquisse, celui d'une recomposition silencieuse. Les tensions internes, bien réelles, ne le freinent pas. Elles nourrissent au contraire sa posture de rassembleur moral. Retailleau ne cherche pas à séduire tout le monde, mais à rallier ceux qui, dans la droite, refusent de se fondre dans le consensus mou du centre. Au cœur de cette stratégie se joue une opposition philosophique entre deux visions du pouvoir. D'un côté, le gouvernement mise sur le pragmatisme, la communication et l'adaptation constante. De l'autre, Retailleau incarne la fermeté doctrinale, l'idée qu'un pays ne se gouverne pas selon les sondages, mais selon des principes. Là où le Premier ministre parle d'équilibre et de compromis, lui parle de direction et de courage.
Là où le gouvernement cherche l'unité par le dialogue, il cherche la clarté par la conviction. Cette différence de posture crée une tension presque métaphysique dans la vie politique française, le choc entre la flexibilité du présent et la fidélité à l'héritage. Bruno Retailleau avance ainsi dans un espace complexe, entre idéal et calcul, conviction et stratégie. Il sait que pour peser durablement, il doit incarner une alternative sans se marginaliser, s'opposer sans se couper des institutions. Sa pression sur le Premier ministre n'est que la surface visible d'une entreprise plus vaste, celle de redéfinir ce que signifie gouverner à droite dans un pays en perte de repères. Ce bras de fer n'est pas une querelle d'ego, mais le premier acte d'une reconquête intellectuelle. Car derrière chaque critique publique, c'est une idée du pouvoir qu'il défend, un pouvoir enraciné, exigeant et conscient de sa mission historique. Les répercussions sur le gouvernement. L'intervention de Bruno Retailleau agit comme une onde de choc silencieuse. Officiellement, le gouvernement garde le ton calme et la posture institutionnelle. Le Premier ministre, interrogé sur la déclaration du sénateur, répond avec la diplomatie de rigueur. Le dialogue républicain est une force, pas une menace. Mais derrière la façade lisse des mots, l'agacement se lit dans les visages et les attitudes. Les conseillers de Matignon, pris de court, s'activent pour contrôler la narration. Les communiqués se multiplient, les prises de parole sont soigneusement coordonnées. On tente de minimiser l'impact, mais le mal est fait. Pour la première fois depuis sa nomination, le Premier ministre apparaît en position de réaction et non d'initiative. L'image d'autorité, patiemment construite, vacille sous le poids d'un doute. Et si son pouvoir n'était déjà plus total, dans les couloirs de Matignon, la tension se ressent. Les ministres, encore en phase d'installation, observent prudemment la situation. Certains appellent à l'apaisement, d'autres dénoncent en privé une attaque prématurée, voire une tentative de déstabilisation. Les réunions s'enchaînent dans une atmosphère feutrée mais nerveuse. Le Premier ministre, conscient du symbole, sait qu'il doit réagir sans donner le sentiment d'une riposte. Trop de fermeté l'exposerait à l'accusation d'autoritarisme, trop de silence le ferait passer pour un chef affaibli. Entre ces deux écueils, il avance à pas compter, mesurant chaque mot, chaque geste. Les observateurs parlent d'une crise de style plus que d'une crise politique, mais c'est justement là que le danger se niche, dans la perception, dans l'image, dans l'équilibre fragile entre la force et la maîtrise. Au sein du gouvernement, les réactions divergent. Les jeunes ministres veulent afficher la cohésion, mais les plus aguerris comprennent que le signal est fort. Retailleau n'a pas lancé une attaque frontale, il a imposé un cadre. Il a rappelé que le pouvoir ne se détient pas seulement à Matignon, mais aussi dans les institutions parallèles, le Sénat, les groupes parlementaires, et surtout dans l'opinion. Cette réalité ébranle la hiérarchie gouvernementale, l'idée que le centre du pouvoir puisse être contesté sans éclat, mais avec autorité. Certains y voient un avertissement salutaire, d'autres une menace durable. Le Premier ministre, lui, tente de transformer cette pression en argument. Le débat politique est sain, il nourrit la démocratie. Mais en privé, il reconnaît que la confiance initiale s'est fissurée. L'opinion publique, quant à elle, se divise. Une partie voit en Bruno Retailleau un homme de courage, le seul à oser rappeler les principes à un gouvernement encore balbutiant. Une autre le juge rigide, ancré dans une politique du passé, incapable de comprendre la nécessité du compromis. Les médias amplifient cette dualité. Les uns titrent sur la voie de l'autorité, les autres sur la droite de la défiance. Dans les sondages, rien ne bouge encore, mais les perceptions se déplacent. Le Premier ministre apparaît plus fragile, Retailleau plus présent. Ce n'est pas une tempête visible, mais un déplacement du vent politique, imperceptible mais déterminant. À mesure que les jours passent, cette tension devient structurelle. Les débats parlementaires prennent un ton plus rugueux, les négociations internes se crispent, et les journalistes évoquent désormais un bras de fer larvé entre Matignon et le Sénat. Le pouvoir exécutif réalise qu'il n'a plus le luxe de la spontanéité. Chaque décision, chaque réforme devra désormais composer avec une opposition méthodique, ancrée et moralement légitime. La fracture, autrefois souterraine, devient politique. Et dans ce glissement silencieux, chacun comprend que le rapport de force ne fait que commencer. Lecture symbolique et spirituelle du pouvoir. Le pouvoir, dans sa nature la plus nue, n'est jamais un privilège, mais une épreuve. Tout leader, qu'il le veuille ou non, finit par être confronté à ce que le philosophe appelait le jugement du réel, celui qui met à nu les intentions derrière les discours,
les forces derrière les postures. Dans le tumulte de la vie politique, il ne s'agit pas seulement de gouverner les autres, mais d'apprendre à se gouverner soi-même. Les grandes figures de l'histoire l'ont toutes compris. Ce ne sont pas les flatteries des alliés qui révèlent un chef, mais la résistance de ses adversaires. Le Premier ministre, aujourd'hui, découvre cette vérité immuable, et Bruno Retailleau, en s'érigeant en contrepoids, lui rappelle que le pouvoir n'a de sens que s'il demeure lucide face à lui-même. Dans chaque affrontement politique se cache un combat plus profond, celui entre l'orgueil et la responsabilité. L'orgueil pousse à défendre son image, à vouloir paraître inébranlable. La responsabilité, elle, impose l'écoute, le doute et la patience. Le pouvoir est dangereux lorsqu'il se transforme en miroir déformant de l'ego. Celui qui s'y regarde trop longtemps finit par ne plus distinguer la mission de sa propre ambition. Dans cette bataille silencieuse entre Matignon et le Sénat, ce n'est pas seulement une question de légitimité institutionnelle, mais de conscience morale. Gouverner sans humilité, c'est perdre le lien avec la vérité. Contester sans mesure, c'est oublier la finalité du bien commun. L'un et l'autre sont renvoyés à leur humanité, à leurs limites, à cette ligne fragile où la vertu politique devient un exercice spirituel. Saint Augustin écrivait « Ce n'est pas le trône qui rend l'homme juste, mais l'homme juste qui rend le trône légitime ». Cette phrase, plus que jamais, résonne dans ce moment politique. Car le pouvoir, qu'il soit exécutif ou moral, ne tire pas sa force du prestige, mais de la rectitude. Le chef véritable n'est pas celui qui triomphe de ses opposants, mais celui qui résiste à ses propres tentations, celles du mépris, du mensonge ou du compromis sans principe. Le courage n'est pas seulement de parler fort, mais de rester droit lorsque le monde chancelle. La politique, dans sa plus haute dimension, devient alors un miroir de l'âme, une lutte entre la lumière du devoir et les ténèbres de l'orgueil. Dans ce bras de fer entre l'autorité et la conviction, chacun révèle ce qu'il est vraiment. Le Premier ministre affronte la peur de vaciller, Retailleau affronte la solitude de celui qui rappelle la loi morale. Et peut-être que, dans cette tension, la France elle-même affronte sa propre épreuve, celle de retrouver le sens du courage et de la droiture. Car au-delà des discours, des stratégies et des calculs, demeure une vérité ancienne. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et dans ce tumulte, le vrai combat n'est peut-être pas politique. Ce bras de fer entre Bruno Retailleau et le Premier ministre n'est pas un simple épisode de plus dans la chronique politique française. Il révèle deux conceptions irréconciliables du pouvoir. D'un côté, celle d'un gouvernement qui cherche à concilier, à ajuster, à gérer une époque complexe. De l'autre, celle d'un homme attaché à l'idée qu'on ne gouverne pas sans conviction ni direction morale. L'un parle d'équilibre, l'autre de vérité. L'un s'appuie sur les chiffres et les alliances, l'autre sur les principes et la mémoire. Deux légitimités s'affrontent, celle du mandat et celle de la constance. Le choc n'est pas seulement institutionnel, il est philosophique. Et c'est précisément ce qui le rend si profond. Car ce n'est pas la première bataille entre ces deux visions du pouvoir, et ce ne sera certainement pas la dernière. L'intervention de Bruno Retailleau, au-delà de son contexte immédiat, agit comme un rappel de fond. Dans chaque époque de trouble, surgit une voix qui réclame de revenir à l'essentiel. Sa critique dépasse la personne du Premier ministre, elle questionne la nature même de la gouvernance contemporaine. Jusqu'où un chef peut-il aller sans trahir l'esprit de sa fonction? Peut-on gouverner durablement sans conviction claire? Ce sont là des interrogations qui traversent l'histoire française et qui ressurgissent chaque fois que le pouvoir semble se dissoudre dans la gestion. Ce duel n'est donc pas un accident. Il est le symptôme d'une recomposition plus vaste, d'une fracture idéologique que les institutions ne suffisent plus à contenir. Et si, derrière cette confrontation, se jouait déjà la recomposition du pouvoir en France, une recomposition qui ne se fera peut-être pas dans les urnes, mais dans les consciences. Car avant de changer de dirigeant, une nation change d'esprit. Et dans ce moment suspendu, entre prudence et audace, la France observe attentive, méfiante, curieuse de savoir qui, des gestionnaires ou des gardiens, imposera sa vision du destin national. En observant le déroulement de ce bras de fer politique, une vérité plus vaste se dessine. Le pouvoir, qu'il soit entre les mains des dirigeants ou dans le cœur des peuples, demeure une responsabilité, non un privilège. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être pas seulement un affrontement d'idées,
mais le reflet d'une nation en quête d'équilibre moral, de justice et de vérité. Car au-delà des discours et des stratégies, ce qui compte vraiment, c'est la droiture du cœur, la sincérité de l'intention et la fidélité à la mission confiée par Allah à chaque être humain, celle d'agir avec justice et d'élever le bien au-dessus de l'intérêt personnel. Puissions-nous retenir de cette histoire non pas la division, mais la leçon. Le pouvoir passe, mais les principes demeurent. La gloire politique s'efface, mais la droiture laisse une trace éternelle. Chaque épreuve de la société, chaque tension du monde, est une occasion pour le croyant de revenir à l'essentiel. La conscience d'Allah, la sagesse dans l'action et la patience face à l'injustice. Abonnez-vous, partagez cette analyse et surtout, gardez l'œil ouvert. La politique ne dort jamais. Car dans les silences du pouvoir, c'est souvent l'avenir qui murmure. Que Allah, le Très-Haut, nous accorde la clairvoyance pour distinguer le vrai du faux, la force de défendre la vérité et l'humilité d'accepter ses décrets avec confiance. Allahumma ajialna minut man yakul alaka wa yadba'u, wa minut man yuib aladla wa yamal biyash. Ô Allah, fais de nous ceux qui disent la vérité et la suivent, de ceux qui aiment la justice et la mettent en pratique. Amen.